Diplômé de littérature comparée à l'université de Belgrade, passionné par les classiques français, Komnen Beširović arrive en France en 1960, d'abord bénéficiant d'une bourse d'études, puis d'un poste d'enseignant à l'université de Nancy. Installé par la suite à Paris, il y rencontre et interviewe, principalement pour le grand hebdomadaire serbe NIN, toute une pléiade d'auteurs, dont François Mauriac, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Jacques Prévert, Roger Caillois, Jean Rostand, Pierre Gascard. Mais aussi, parmi les aînés, Michel Butor, accédant alors à la célébrité. C'est avec lui, qui demeure aujourd'hui seul en vie parmi ses illustres interlocuteurs, que Komnen Beširović renoue le dialogue par-dessus l'abîme de 50 ans, car rare, sinon unique, dans les annales des lettres. Michel Butor, patriarche des lettres françaises, bienvenue au Centre culturel de Serbie à Paris. Merci. Nous continuons un dialogue que nous avons entamé il y a plus d'un demi-siècle. Voilà. Je m'en félicite. Voilà. Michel Butor, une éternité de 51 ans s'est écoulée depuis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois au printemps 1963 à Paris, lorsque vous m'avez dédicacé la modification, le livre qui vous a propulsé à la gloire. Puis nous nous sommes revus en automne de la même année au Centre culturel français à Belgrade, où vous étiez invité à donner une conférence. J'ai fait alors un bref entretien avec vous pour les grands quotidiens Politica et Borba, en vous présentant au public yougoslave. Vous vous reconnaissez? Oh oui, mais il y a bien longtemps. Puis nous nous sommes revus au début du printemps 1965 chez vous à Sainte-Geneviève-des-Bois en Île-de-France pour réaliser la grande interview avec vous que j'ai fait paraître sous le titre « Les pèlerinages de Michel Butor » sur toute une page du grand hebdomadaire belgradois NIN. Nous étions alors dans la force de l'âge, vous approchant la quarantaine et moi la trentaine. Nous voici en cet automne profond de 2014 au Centre culturel de Serbie à Paris, vous ayant dépassé l'âge de 88 ans. 88, oui. 88 ans, et moi, celui de 78, en train de renouer notre dialogue par-dessus l'abîme de tant d'années. Nous nous étant revus plusieurs fois de façon amicale, mais très passagère au cours des 5 décennies écoulées. Je pense d'abord que nous devons remercier Dieu s'il est entré depuis dans vos catégories comme il est entré dans les miens, que nous soyons toujours de ce monde, puisque nombre de gens bien plus jeunes et parmi nos connaissances l'ont quitté à jamais. Eh oui. Pensez également que parmi une quinzaine d'auteurs que j'ai interrogés à l'époque, dont Mauriac, Malraux, Sartre, Aragon, Prévert, Caillois, Gascard, Roch, Grillet, etc., il ne reste plus en vie que vous-même. Grâce à Dieu. Quel sentiment éprouvez-vous aujourd'hui quand vous vous penchez sur ce gouffre du temps? Ah, eh bien, je suis étonné d'être toujours là. Mais je suis très heureux d'être toujours là et j'espère que ça va continuer encore pendant quelques années. Voilà. Et que ça va continuer, disons, convenablement, c'est-à-dire que je serai dans une santé à peu près convenable. Voilà. Mais évidemment, quand je pense à cette époque-là, et à ses contemporains. Et à ses contemporains. Alors, ces contemporains, il y en a qui étaient, parmi ceux que vous avez cités, il y en a qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Il y en a que j'ai connus un peu et qui m'ont beaucoup apporté, par exemple Sartre. Il y en a d'autres que je n'ai, pour ainsi dire, pas connus. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus âgés que moi, mais donc ça fait tout un éventail de personnalités
anciennes, de personnalités du XXe siècle, et qui sont presque toutes déjà mortes au XXe siècle. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment très fort d'être un écrivain du XXe siècle. En ayant le sentiment que la plupart de mes contemporains étaient encore des écrivains du XIXe siècle. Moi, j'étais un écrivain du XXe siècle, et aujourd'hui, j'ai la surprise d'être dans le XXIe siècle. Et je le découvre, je suis dans ce nouveau siècle, je suis redevenu presque un enfant, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, et j'ai du mal à m'adapter à ce nouveau monde, avec Internet, les téléphones portables, etc. J'y arrive peu à peu, mais beaucoup moins vite que mes petits-enfants, bien sûr. Bien. Parlant du temps, Oui. seriez-vous d'accord avec Platon quand il dit « Les temps est l'image mobile d'une éternité immobile ». Ah, c'est une très belle façon de parler, c'est une très belle formule. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'éternité, disons, c'est un état de choses où le temps est suspendu et on doit pouvoir revenir en arrière. Alors, pour moi, l'éternité, c'est quelque chose que nous pouvons peu à peu construire, et en particulier grâce aux œuvres d'art, grâce à la peinture, à l'architecture, etc., à la littérature. Alors, et nous cherchons, donc nous allons vers cette suspension du temps. Vous voyez, on parle d'utopie. Utopie, ça veut dire négation du lieu, c'est un lieu qu'on ne peut pas situer. Eh bien, on peut parler aussi d'uchronie. Il y a un philosophe français du XIXe siècle, qui n'est plus du tout connu, qui s'appelait Renouvier, et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Uchronie. Et Uchronie, c'est... Prononce les temps. C'est ça, c'est l'utopie du temps. C'est un peu un roman de science-fiction, si vous voulez, mais dans un style tout à fait différent. Et alors, si je me souviens bien, il prend la formule de Pascal, vous voyez, si le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus long, ou s'il eût été plus court. Bon, je ne sais plus ce que c'est. Le monde eût été différent. Et les choses se seraient passées différemment. Eh bien, alors, il prend cette formule et il essaie d'imaginer l'histoire telle qu'elle aurait été. Voilà. Et, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, justement, en ce qui concerne le temps, comment résistez-vous aux assauts de l'âge? Quelle est la part d'angoisse face au néant? D'autant qu'il y a 4 ans, la mort a emporté la compagne de votre vie, Marie-Jo, après plus d'un demi-siècle de la vie commune. Dans quelle mesure, et là, vous avez fait l'allusion tout à l'heure, dans quelle mesure une œuvre, qu'elle soit littéraire ou autre, constitue-t-elle un rempart, ou pour parler avec Malraux, une revanche au destin? Eh bien, alors, vous avez fait allusion à Marie-Jo, évidemment, je suis dans le deuil de Marie-Jo. Qui m'a accueilli avec vous en 1965 à Saint-Geneviève-des-Bois. Elle me manque évidemment beaucoup. Alors, maintenant, ce que l'œuvre d'art peut faire par rapport au temps, eh bien, c'est une résistance. L'œuvre d'art provoque une résistance au passage du temps. Vous voyez, c'est une idée qui est très, très ancienne, qu'on trouve dans la littérature grecque et latine. Horace dit qu'il a fait une œuvre qui est plus durable que l'airain. Oui, plus durable que l'airain, plus durable que le bronze. Bien sûr. Voilà. Et beaucoup d'écrivains ont eu cette idée-là. Ils ont le sentiment que les choses bougent et ils voudraient faire
une intervention dans la réalité qui soit décisive, qui soit durable, qu'on ne puisse pas revenir en arrière par rapport à ce qui a été fait à ce moment-là. En réalité, il y a toujours des retours en arrière, toujours. Et ces retours en arrière et ces plongées vers l'avant, et avec ces espèces de stèles ou bien vous voyez, de repères qui sont mis, c'est ça qui nous permet d'inventer une éternité. Voilà, qui est l'œuvre d'art, littéraire, musicale. L'œuvre d'art qui elle-même est périssable, bien sûr, parce qu'il y a des quantités d'œuvres d'art dont nous n'avons plus que les noms. Je prends par exemple les 7 merveilles dont on parlait dans l'Antiquité. 7 merveilles du monde. Il n'y en a plus qu'une qui soit debout, c'est les pyramides d'Égypte. Les 6 autres ont disparu. Et il y en a une dont il reste des traces, c'est le phare d'Alexandrie. Mais la plupart des autres ont complètement disparu, on ne sait pas. Seriez-vous d'accord avec Diderot quand il dit « L'homme n'est qu'un moment dans le devenir d'un univers matériel ». L'homme, de toute façon, n'est qu'un moment. Bon. Oui. Nous naissons, nous mourons, bon, entre les deux, il y a notre existence, et puis cette existence se situe à l'intérieur d'un développement de l'humanité, l'humanité, bon, les hommes, prenons l'Homo sapiens, disons, qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années qu'il est là. Oui. Il est là pour combien de temps, ça, bien malin qui peut le dire. Voilà. Alors, donc, nous sommes à l'intérieur d'un déroulement et nous ne sommes qu'un moment. Alors, l'univers, nous commençons à le connaître un peu mieux, c'est-à-dire que nous commençons à comprendre que nous ne le connaissons que très très peu. En fait, c'est l'éternité. Quoi? Peut-être, c'est l'éternité. L'univers, c'est l'éternité. Eh bien, dans la science actuelle, on imagine que l'univers a commencé. Il y a cette thèse très passionnante, très discutable à bien des égards. Mais aujourd'hui, c'est la thèse admise. Il y a eu un Big Bang. Bien sûr. Donc, il y a un commencement de l'univers tel que nous le connaissons. Il y en aura une fin. Une fin. Il y aura peut-être une fin de cet univers, ce qui n'empêche pas que peut-être il y a eu des choses avant et qu'il y aura des choses après. Et que 12 milliards d'années depuis que l'univers a commencé, tout de même, c'est une éternité. Mais non, c'est pas une éternité, parce que nous aurions besoin de savoir ce qu'il y avait avant, comment ça pouvait se passer. Donc tout ça, nous sommes entourés de points d'interrogation. Et les points d'interrogation se multiplient autour de nous. Chaque année, il y a de nouveaux points d'interrogation qui poussent. Nous sommes dans un immense champ où poussent des points d'interrogation. Je vais mentionner maintenant quelqu'un qui vous est très proche, justement une citation. Quand Montaigne, qui a été un des compagnons de votre vie, dit, Montaigne sur lequel vous avez écrit énormément, oui. Vous avez écrit des essais sur les essais. Oui, oui. Alors Montaigne dit, certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Oui, certes. Alors, j'ai en effet travaillé sur Montaigne, j'ai écrit un livre sur Montaigne, et au début, quand j'étais jeune, Montaigne était un écrivain qui m'intimidait beaucoup. Je n'arrivais pas à trouver le joint, je ne savais pas quoi faire avec ce grand écrivain. Bon, j'avais beaucoup d'admiration, bien sûr, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, un jour, un éditeur a décidé d'une collection de poches qui s'appelle 10-18 et qui existe encore d'ailleurs, mais c'est plus les mêmes gens qui s'en occupent. Alors cet éditeur
est venu me trouver en me demandant de faire une préface pour les essais de Montaigne. J'ai été extrêmement flatté, mais très, très troublé. Je me suis demandé vraiment ce que je pourrais dire là-dessus. Et il m'a dit, vous pouvez les distribuer comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez changer l'ordre. Et alors, à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui s'est révolté. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible. Montaigne a fait ses essais de cette façon-là. Je peux pas mettre mon désordre à l'intérieur du sien. Il faut que je trouve pourquoi c'est comme ça. Et ça a été l'origine de ces essais sur les essais. Oui. Ce qui donne également la mesure du temps écoulé durant les 5 dernières décennies, ce sont les grands bouleversements qui se sont produits sur le plan de l'histoire. On a assisté à la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide. On a assisté d'abord à l'érection du mur de Berlin. Oui. Et puis ensuite à la chute du mur de Berlin. Oui, mais là... Bien des années après, oui. Donc, à la fin, qui a signifié la fin de la guerre froide, que l'on a vécu sous l'angoisse d'un holocauste nucléaire, vous vous rappelez, dans les années 60-70, on a vu s'écrouler le plus formidable empire qui ait jamais existé sous le ciel, l'Union soviétique, et en même temps l'Amérique s'est muée des garants de la liberté des nations en leur fléau tendant à la domination du monde. On a vu l'Occident se lancer dans des guerres apocalyptiques, notamment contre la Serbie, contre l'Afghanistan, contre l'Irak, contre la Libye, et allumer les conflits en Syrie et en Ukraine en attendant d'autres victimes. On a vu, durant ces événements, nos humanistes faire preuve d'inhumanité, parce qu'ils appelaient à la guerre, au bombardement, aux destructions, comme si la civilisation ressentait les besoins de s'abreuver aux sources de la barbarie pour paraphraser un mot de Roger Caillois que nous avons connu très bien. Eh bien, on a vu les démocraties verser dans le totalitarisme, notamment sur le plan médiatique, de sorte qu'en même temps que la pollution de la nature, s'est produit la pollution des âmes et des esprits par les mensonges, l'imposture et les conformismes. Bref, la liste des mots est longue. Alors, Michel Butor, tout en vous sachant davantage dans la culture que dans l'histoire, quel regard portez-vous sur notre temps, en particulier sur la dernière décennie du XXe siècle et les 3 premiers lustres du XXIe siècle marqués par tant de bouleversements? Quelle est votre réaction devant ce déchaînement du mal? L'homme vous semble-t-il être irrémédiablement condamné à boire de l'injustice comme de l'eau, comme disait déjà le pauvre Job? Eh bien, ça c'est le catholicisme, enfin le christianisme en général, repose sur l'idée d'un péché originel. C'est-à-dire que pour nos ancêtres, la plupart de nos ancêtres, donc l'homme est fondamentalement mauvais. Et pour que ça s'arrange, il faut que Dieu vienne à son secours. Bon. Alors, je ne pense pas que l'homme soit fondamentalement mauvais. Alors, moi, je ne crois pas à cette histoire de péché originel. Mais l'homme est évidemment très dangereux, et très dangereux pour lui-même. Alors, parce que là, vous avez énuméré un certain nombre des malheurs qui se sont abattus sur notre planète, notre monde, depuis une 50aine d'années. Seulement, ça date de beaucoup plus loin que cela. Ouais. Il y a comme une accélération. Il y a, oui, mais... En 15 ans, 4 heures de l'OTAN, par exemple. Oui, mais nous avons... Voilà, notre perception du temps est une perception, non pas d'un mouvement constant, mais notre perception, c'est la perception d'une accélération. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est quelque chose qui est lié à l'arithmétique elle-même. Oui, moi j'ai 88 ans.
Eh bien, les 10 dernières années, pour moi, se sont passées à une rapidité extraordinaire. Oui, les anniversaires, on a l'impression qu'il y en a un chaque semaine. C'est pas un par an. Vous voyez, les années se réduisent comme ça. Et c'est normal parce que chaque année, par rapport à l'ensemble de ma vie, est une fraction plus petite. Oui. Si un enfant qui a 5 ans, on lui fête son anniversaire, bon, et puis ensuite il a 6 ans, eh bien, il y a 1/5 de sa vie qui s'est ajouté. Tandis que quand on a 80 ans, eh bien, c'est 1/80 de sa vie qui s'est ajouté. Et alors, en ce qui concerne l'histoire universelle, c'est pareil, parce que nous avons fait d'énormes progrès dans la connaissance de cette histoire. Et donc, l'histoire pour nous est beaucoup plus longue que pour nos ancêtres. Il y avait au Moyen-Âge et encore à l'époque classique, jusqu'au XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle, on croyait savoir le moment où l'histoire avait commencé, où la création avait eu lieu. Et c'était quelque chose qui était à peu près 5000 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a des savants qui ont fouillé les couches terrestres, qui sont aperçus qu'il y avait des fossiles, qu'il y avait etc., etc. Et donc, il fallait avoir une histoire beaucoup plus longue. Et que même l'histoire de l'humanité était beaucoup plus longue que cela. Par conséquent, notre siècle, vous voyez, il est devenu, proportionnellement, il est devenu beaucoup plus petit qu'avant. Avant notre siècle, pour nos ancêtres, un siècle, c'était une bonne partie de l'histoire, tandis que pour nous, un siècle, par rapport à l'histoire de l'univers, depuis le Big Bang, etc., c'est 1/100000, une petite partie. Donc, ça, c'est normal. Notre perception de l'histoire, c'est une perception dans l'accélération. Alors, c'est une accélération qui va forcément s'accélérer encore. Vous pouvez me dire, il y a quelque chose quand même qui garde la même vitesse. Bon, le soleil, la Terre tourne autour du soleil à peu près de la même façon, mais quand même, c'est perçu par nous d'une façon différente. Alors nous avons l'impression que les choses s'accélèrent. En ce qui concerne les malheurs, eh bien, il y a toujours eu, au cours de l'histoire humaine, depuis qu'il y a des hommes, il y a des malheurs, et les hommes ont depuis très très longtemps fait beaucoup de bêtises. Et les guerres, ça n'est pas une invention de la fin du XXe siècle. Ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Elles sont devenues de plus en plus atroces. Ça, oui. À cause des armes redoutables dont on dispose aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Donc elles sont devenues épouvantables. Oui. Et vous voyez, au XXe siècle, il y a eu la guerre de 1914 qui a commencé il y a 100 ans. Et elle a été vécue comme quelque chose de tellement atroce que les gens se sont imaginés que c'était la dernière des guerres. Vous savez, on l'appelait la der des der, parce que tous les gens se sont dit, il n'est pas possible que ça recommence. Ce n'est pas possible. Les hommes vont quand même faire quelque chose pour que un conflit aussi absurde ne puisse pas recommencer. Jamais plus. Mais bien sûr. Alors, nous savons très bien que, malheureusement, la der des der n'a pas été la dernière guerre, bien loin, et que la dernière guerre, alors au sens, donc, celle mondiale que nous avons vécue, eh bien, que moi, j'ai vécu en partie quand j'étais adolescent à ce moment-là, eh bien, a été encore plus horrible que la guerre de 1914. Ce qui, pour les gens de 1914, les gens de 1918, au moment de la fin de la guerre de 1914, pour ces gens-là, c'était inimaginable. Oh, mais c'est qu'on a réussi à imaginer beaucoup de choses épouvantables. Et cette imagination, alors, catastrophique, eh bien, évidemment, elle devrait se tourner vers d'autres choses.
Mais cette question de la guerre, bon, alors, il y a beaucoup de gens pour qui la guerre de 1939, bon, ça c'est la dernière guerre maintenant. Et c'est pas vrai du tout. La guerre continue, a toujours continué depuis cette époque. Il y a toujours eu de la guerre quelque part dans le monde. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a énormément de guerres dans le monde. Et évidemment, ça, c'est là, nous avons dit qu'on a une conscience du temps différente et de l'histoire différente. L'histoire est beaucoup plus longue pour nous que pour nos ancêtres, mais aussi nous avons une conscience de l'espace autour de nous qui a complètement changé. Parce que la perception que nous avons des autres pays n'est plus du tout la même que celle qu'avaient les gens du 19e siècle et même du début du 20e siècle. Lors de notre interview à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a 49 ans, vous me disiez que vous aviez du pain sur la planche pour au moins 100 ans, ayant produit depuis de très nombreux ouvrages, dont l'ensemble se trouve publié par les éditions de la Différence, en 12 gros volumes. Avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir plutôt consommé ce pain, d'avoir livré à vos contemporains et bien sûr à la postérité l'essentiel de ce que vous aviez à leur dire? Le feu continue-t-il de couver sous les cendres, dit-on? Voici l'occasion de vous confesser un peu. Bon, eh bien, C'est bon. eh bien, j'ai eu cette aventure extraordinaire, parce que aujourd'hui c'est très rare qu'on puisse faire ça. J'ai eu l'avantage extraordinaire de publier mes œuvres complètes. Alors, comme vous l'avez dit, c'est 12 volumes de 1200 pages chacun, c'est-à-dire c'est un ensemble qui est énorme. Et je me dis, si ce que j'avais à dire n'est pas déjà là-dedans, eh bien, c'est un peu à désespérer. Ça ne m'empêche pas de continuer d'écrire, bien sûr. Oui. Et ça n'empêche pas surtout le fait que des œuvres complètes ne peuvent pas être complètes. Non seulement parce que si on publie ses œuvres complètes pendant sa vie, on continue quand même d'écrire après. Mais même si on est mort, eh bien, il y a toutes sortes d'alentours qui vont revenir. Les œuvres complètes que j'ai publiées, c'est uniquement les textes, ou presque uniquement, les textes que j'ai publiés moi-même. Donc, il y a une partie très importante qui est éliminée, ce sont toutes les conversations, tous les dialogues, tous les entretiens, etc. Et si j'ai publié j'ai fait beaucoup d'entretiens, comme nous en faisons maintenant, et j'en ai publié, il y en a beaucoup qui ont été publiés. Et si on voulait mettre tous les entretiens dans ces œuvres complètes, cela ferait plusieurs autres livres. Ah oui, cela ferait au moins 6 autres. Il faudrait ajouter au moins 6 volumes. Au moins. Donc, vous voyez, c'est considérable. Bon. Alors, donc, il y a là, pour moi, une espèce de bloc. Et j'espère que ce bloc a une certaine efficacité. Alors, ça ne m'empêche pas de continuer d'écrire. Et puis, il y a des gens qui retrouvent des textes anciens de moi que j'avais oubliés, qui avaient été publiés dans des revues, et puis j'avais complètement oublié, et puis alors il faudrait les ajouter, etc., etc. Vous avez beaucoup d'admirateurs, de biographes, oui. Je crois qu'ils s'en chargeront. Mais oui, ils s'en chargeront. Ils s'en chargeront. Mais c'est exactement ça la question. Eh bien, c'est que oui. J'avais eu un projet d'ajouter à ces œuvres complètes des œuvres complémentaires, dans lesquelles, en particulier, je mettrais les textes des livres d'artistes que je continue à produire en assez grande quantité. Et puis, au bout d'un certain temps, j'avais même commencé à le faire, mais au bout d'un certain temps, je me suis dit non. Il vaut mieux
que je continue à écrire des petits textes comme ça. Et puis, si ça intéresse les gens, eh bien, ils les publieront. Eh bien, Voilà. espérons-le. Alors, je vous avais peu suivi au cours des 5 décennies écoulées, principalement pour 2 raisons. Votre éloignement ou, comme vous l'écrivez, votre fuite de Paris, d'une part, et mon retour aux sources d'autre part, en commençant par les combats pour la sauvegarde d'un haut lieu de mon pays d'origine, de Monténégro, le sanctuaire du Mont Lovćen, tout au début des années 70, et vous m'avez soutenu. Oui, mais, Avec Malraux, Gabriel Marcel, Jean Cassou et bien sûr, quelques autres. je suis... Parce que c'était un lieu de prédilection, enfin, pour vous paraphraser, quand vous parlez du génie des lieux, Oui, eh bien, oui. c'était Un lieu de génie. De génie, voilà. Depuis, j'en ai mené d'autres combats pour la sauvegarde de mon pays, de ma Moravia natale. De ma Moravia natale, c'est une magnifique région, Monténégro, avec ses biens de la nature et de la civilisation. En même temps, j'étais pris dans la tourmente yougoslave, en particulier par les drames du Kosovo. C'est dont j'ai fait état dans ma trilogie kosovienne, si bien que je m'étais, hélas, éloigné de mes auteurs d'autrefois, sauf que j'ai publié un petit livre sur Malraux en 1996. Toujours est-il que j'ai tardé à réunir en volume mes rencontres lointaines avec vous, et les autres auteurs de l'époque. Et lorsque j'entrepris de le faire, il y a quelques années, j'ai eu l'idée de réaliser dans ce contexte un entretien avec vous un demi-siècle après, ce qui se passe en ce moment. Maintenant, voilà. Cependant, je me suis trouvé devant la montagne de livres que vous avez écrits entre-temps. C'est à quoi vous avez fait l'allusion tout à l'heure. Notamment devant la masse de vos œuvres complètes, ainsi que devant les ouvrages rédigés sur vous. Si bien que je me suis rendu compte qu'il m'aurait fallu des années pour consulter cette quantité de volumes. Cependant, j'ai trouvé une astuce. J'ai réussi, rien qu'en consultant l'un de ces ouvrages, votre anthologie nomade, qui doit être par ici quelque part. Ah, je ne l'ai pas vu. Elle doit être par ici quelque part. Elle est là. Votre anthologie nomade. Oui. Livre merveilleux, merveilleusement présenté aussi, qui embrasse une période d'une trentaine d'années de votre création. J'ai réussi à renouer assez rapidement avec vous du simple fait que j'y ai trouvé certains des thèmes que vous avez traités dans des livres d'autrefois, tels Illustration, qui est ici, Génie du lieu, Description de San Marco de Venise, Mobile, Réseau aérien et d'autres. Enrichi de nouveaux titres, bien entendu. Du coup, j'ai eu le sentiment que Michel Butor ne faisait qu'écrire toute sa vie un seul et même livre aux innombrables chapitres. C'est un peu vrai, oui. C'est un peu vrai. J'ai aussi ce sentiment d'écrire un livre, mais avec des chapitres qui sont très différents les uns des autres. Sans ça, ce ne serait pas intéressant. Mais vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée d'un grand livre. Évidemment, il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Balzac. Hein. Qui, après avoir écrit des romans de jeunesse, etc., beaucoup de choses, s'est lancé dans cette entreprise de la comédie humaine, dans laquelle chaque roman est en réalité un chapitre d'un immense roman, très inachevé d'ailleurs. Eh bien sûr, parce qu'il n'a pas eu la chance de vivre aussi longtemps que vous. Ah non, ça. Oui. Eh bien écoutez, alors, certes, pardon, excusez-moi, certes, dans l'anthologie nomade, vous reprenez certains de vos sujets de prédilection en évoquant vos pérégrinations à travers le monde, ce que j'avais appelé les pèlerinages, dans mon interview avec vous en 65. Donc, vous reprenez vos pérégrinations à travers le monde en même temps que vous plongez dans son passé,
passé du monde en abordant sous une forme poétique tel ou tel événement fabuleux et historique, en faisant entendre certaines grandes voix, celles d'Eschyle, de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe, de Victor Hugo, entre autres, mais aussi celles de Tycho Brahe, les grands astronomes danois, de Kepler, de Bach, de Buxtehude, sans oublier des voix d'autres civilisations, celles de l'ancienne Égypte, de la Perse, de l'Inde, de la Chine, du Mexique, ou en évoquant deux apparitions des personnages mythiques comme Ariane et Danaé, ou bien personnages romanesques comme Atala de Chateaubriand, Esmeralda de Victor Hugo, bien sûr, Quasimodo, Vautrin de Balzac, justement. La présence de William Blake, grâce à son poème Amérique, qui traverse votre livre, y est particulièrement frappante. Aussi, je dois vous avouer que j'ai trouvé, par exemple, vos 7 poèmes constituant le chapitre avant-goût, notamment Villa Dolente, Villa Antique, Villa Ombrese, Villa Funèbre, comme les plus saisissants raccourcis du passé du monde. Peut-on dire que l'anthologie nomade, qui me semble le plus polyphonique de vos livres, une véritable symphonie constitue en quelque sorte votre légende des siècles. J'ai beaucoup d'admiration pour Victor Hugo, et en particulier pour la légende des siècles. Ça nous est commun. Mais pour d'autres livres aussi. Donc, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Alors, il se trouve que dans cette collection Poésie Gallimard, qui était dirigée à ce moment-là par un poète, André Velter, eh bien, il avait réussi à obtenir de la maison Gallimard que dans cette collection, il puisse mettre la légende des siècles en un seul volume. Et ils l'ont fait, c'est donc en livre de poche, en un seul volume, la légende des siècles. Et il m'a dit, puisqu'on a pu faire ça, eh bien, on va essayer de faire quelque chose avec vous de la même façon. Donc, une espèce d'anthologie qui est à peu près les mêmes dimensions. Vous voyez? Eh bien, j'avais une bonne intuition. Vous aviez une bonne intuition. Alors, j'ai pas du tout essayé de faire quelque chose, de rivaliser avec la légende des siècles. Non, pas du tout. J'ai essayé de présenter un peu dans ce livre les travaux que j'avais faits depuis 1960, disons, depuis Mobile. Et en les présentant d'une façon différente, donc, ça fait lire les livres autrement qu'on les lisait auparavant. Oui, peut-être ça vous serait... Est-ce que vous pourriez nous lire quelques extraits? Mais dites-moi ce que vous voulez. Justement, quelques Faites extraits le choix. De l'anthologie nomade, notamment le poème Vision, où vous donnez la voix au plus grand, à Eschyle, à Dante, à Cervantes, à Goethe, à Hugo, voilà, à Blake. C'est juste... Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ça. Voilà. Alors, c'est un projet que j'avais avec un de mes amis musiciens, qui est mort maintenant, malheureusement. C'était un très grand musicien qui s'appelait Henri Pousseur, belge, d'un ami de Boulez, Berriot, etc. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et un jour, il m'a demandé de l'aider pour un projet qui était pour une grande œuvre chorale. Il y avait une réunion de chorales du monde entier dans la ville de Namur, donc en Belgique, chez lui, et on lui avait demandé de faire une œuvre qui puisse être exécutée dans cette réunion de chorales. Alors nous avons réfléchi un peu. Il y avait un point qui était intéressant là-dedans, c'était qu'il y avait des gens qui de plusieurs langues, donc il fallait essayer de trouver un moyen d'utiliser des langues différentes. Et
nous avons cherché donc un texte dans lequel, un texte qui existe dans plusieurs langues, un texte qui a été déjà beaucoup traduit. Et je me souviens qu'au début, il avait eu l'idée de prendre la Déclaration des droits de l'homme. Mais j'ai dit non, il y a un texte qui est beaucoup plus traduit encore, c'est la Bible. Donc nous avons essayé de trouver un passage de la Bible qui pourrait être la trame de cette œuvre chorale. Et ce passage de la Bible, ça a été la vision d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, voilà, dans laquelle le prophète Ézéchiel voit des animaux autour du Messie futur qui est assis sur l'arc-en-ciel, etc. Et cette vision d'Ézéchiel est tout à fait l'esquisse de l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Et vous faites parler ici. Oui. Alors, nous avons bâti quelque chose à partir de cette vision d'Ézéchiel en faisant des cercles autour de la ville de Namur où ça devait se passer. Nous avons fait des cercles concentriques, c'est-à-dire des cercles de plus en plus vastes, avec, vous voyez, d'un côté la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et puis ça devient de plus en plus grand jusqu'à occuper jusqu'à faire le tour de la Terre entière. Moi, je suis obsédé par l'idée de faire le tour de la Terre. C'est l'universel terrestre, dans l'histoire terrestre. Oui. Alors, donc, j'ai utilisé des porte-paroles, si vous voulez, très divers les uns des autres, qui sont en général des gens, des écrivains, donc des gens qui sont liés étroitement aux langues de leur pays. Alors, il y a un texte flamand au début, que j'ai traduit en français, j'ai tout traduit en français naturellement, et alors, ce texte flamand, c'est une version flamande du roman de Renard, qui est un texte médiéval, français à l'origine, mais qui s'est répandu dans toute l'Europe. Alors voilà, le trouvère des Flandres. Ce sont les litanies du miel. Le miel est l'ambre des forêts. Le miel est le cristal des fleurs. Le miel est blond comme les femmes. Il est l'onguent de nos misères. Procure-moi rayon de miel. Je t'aimerai toute ma vie. Goethe à Francfort. Le monde révèle à mon âme, c'était évidemment un passage du Faust, le monde révèle à mon âme l'énergie de sa création. Sont-ils tracés par main divine, ces caractères qui dévoilent les mystères de la nature? Lève-toi et va te baigner parmi les caresses d'aurore. William Blake à Londres. Dans une imprimerie d'enfer, j'ai appris par quelle méthode sont transmises les connaissances. Des lions de feu rageant autour fondent les métaux en rosée, puis leur donnent forme de livres qu'ils rangent en bibliothèque. Le sorcier de Yaroslav. Là, on arrive de toute façon, à Dante, par exemple. Oui. Et puis ensuite, il y a Dante à Florence. Et alors, c'est un passage du paradis. Par exemple. Cœur doré de céleste rose, s'épanouissant en parfum, vers un printemps naissant toujours, si ton début déjà recueille tant de flambeaux que de splendeurs, mûriront aux points ultimes. Etc. Hugo, par exemple. Ah ben oui, Hugo et Guernsey. Tout cherche tout, sans trêve ou cesse, la fange vers le ciel se dresse, l'arbre faune ardent et les antres, et les autres sont... L'arbre faune ardent et les antres sont remplis d'immenses soupirs. Voilà, et ça continue comme ça. Continue. Et puis peu à peu, les choses se superposent. Oui. Ces couplets qui sont dits par tel ou tel représentant donc d'une culture, ces couplets vont se superposer les uns aux autres, et à la fin, tous ces couplets vont se superposer dans un grand poème. Et si on a lu ces couplets avant, alors on reconnaît, on sent tout ça
qui transparaît à travers ce dernier poème. Voilà. Alors, maintenant, un thème sur l'art, et l'un des mots textes qui m'ont attiré le plus, en ce qui concerne l'art, c'est dialogue avec Eugène Delacroix sur l'entrée des croisés à Constantinople. Oui. D'une part parce que ma nation a émergé du sein de Byzance. Oui. La Serbie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, d'une part. Et d'autre part, que Delacroix est resté l'un de mes peintres préférés de toute ma vie. Chaque fois que je passe à Luxembourg devant son monument, ah, oui, au Luxembourg. Oui, Luxembourg, oui. Je me sens un peu comme si je passais devant un temple. Ah oui, oui. Alors, et puis, il y a c'était un crime, les croisés à Constantinople en 2004, ils ont cassé la Byzance, oui. Et ils ont facilité la création, l'émergence de l'Empire ottoman, qui a tenu des siècles entiers, des peuples entiers en esclavage, dont les miens. Et ça a été très dur à s'en libérer. Alors, que pouvez-vous nous dire un peu de votre rapport avec Delacroix, de votre affinité? Eh bien, là encore, il y a des circonstances. Cette fois, c'est le musée du Louvre. Il y avait un des employés du musée du Louvre qui s'occupait de la communication et qui avait eu l'idée de demander à des écrivains de parler devant une œuvre du Louvre. Et j'ai inauguré cette saison de conférences à l'intérieur du Louvre, devant des objets en situation. Alors, je me suis promené dans le Louvre pour avoir des idées, et finalement, je me suis dit, je vais prendre ce tableau de Delacroix, parce que il est très abîmé, malheureusement, mais il est très animé, et donc, il y a des personnages, je vais pouvoir me mettre devant ces personnages, et les faire parler, les faire bouger, etc. Donc, j'ai étudié ce tableau qui a été fait. C'était une commande à Delacroix pour la galerie des batailles du palais de Versailles. Donc, ça devait être disons, à la gloire de la noblesse française et des guerriers français. Mais Delacroix a étudié un peu les choses, il s'est rendu compte de la complexité du problème, et que cette 4e croisade, finalement, a été complètement dévoyée, alors qu'ils étaient là pour délivrer Jérusalem. Eh bien, ils sont allés piller Constantinople. Et piller était d'une façon considérable, parce que, vous voyez, par exemple, les fameux chevaux de bronze qui sont devant la basilique Saint-Marc à Venise, et que Napoléon, qui était un grand pillard, avait fait venir de Venise à Paris pour les mettre sur son petit arc de triomphe, ce qu'on appelle maintenant l'arc de triomphe du Carrousel. Eh bien, il avait fait venir de Venise ces 4 chevaux, qui sont des chevaux romains, sans doute, et il les a fait venir de la basilique San Marco. Mais ce sont les gens de la 4e croisade qui ont rapporté ces chevaux qui étaient des chevaux de Constantinople, qui étaient à Constantinople, qui n'ont probablement pas été faits à Constantinople, qui ont été apportés à Constantinople depuis Rome, probablement. Mais vous voyez, c'est assez fascinant de voir ces sculptures qui se promènent comme ça, oui. Avec tant d'enjeux qui sont autour. Oui. Alors, j'ai essayé donc de ranimer tous ces personnages à travers la vision de Delacroix, qui lui n'est jamais allé à Constantinople. Moi, je suis allé à Istanbul, mais lui, non. Il s'est appuyé sur des gravures, et il s'est appuyé
sur des textes. Alors, j'ai repris un certain nombre de ces textes. Et pour moi, c'est toujours une grande émotion de repasser dans le Louvre devant ces tableaux. Qui irradie un haut enseignement moral. Ah oui, bien sûr. Malgré donc Delacroix a eu conscience du crime qui s'est passé. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Delacroix est un personnage tout à fait passionnant. Oui, oui. Non seulement c'est un très grand peintre, mais c'est un grand écrivain aussi. Dans son journal. Dans son journal. Oui. Alors, évidemment, vous avez écrit dans votre répertoire des lieux de génie, les lieux investis du génie. Oui, oui. Génie Duvier, vous avez écrit sur Constantinople. Oui. Justement, et notamment sur la cité grecque qui était enfouie sous les ruines, qui était dans les ruines sous la cité turque, etc. Ah, oui. Eh bien, cependant, donc vous avez décrit beaucoup des lieux investis du génie, et cependant, il existe deux endroits dans votre voisinage proche, Ferney et les Charmettes, hantés au propre et au figuré par deux grands esprits, Rousseau et Voltaire, qui influèrent sur le sort du monde et qui ne me semblent pas figurer dans votre registre. Les patriarches de Lucinge que vous êtes, seraient-ils en froid avec les patriarches de Ferney? Ou bien tout simplement ces auteurs ne se trouveraient-ils pas parmi vos affinités, contrairement à Montaigne, Chateaubriand, Balzac, Hugo, sur lesquels vous avez beaucoup écrit? Bon, alors, je vis à côté de Genève, hein, et j'ai été professeur pendant de longues années à l'université de Genève. Et Genève, c'est la ville de Rousseau, et il est là partout. Il s'appelait citoyen de Genève. Ah, bien sûr, il était très fier d'être citoyen de Genève. Mais les Genevois l'ont rejeté. Bien sûr. Mais enfin, il est très présent à Genève et dans la région, en particulier aux Charmettes. Alors, Voltaire aussi a vécu à Genève, alors que Rousseau ne pouvait plus y être, et il s'est installé à côté de Genève, donc à Ferney, où il s'est installé donc en Franche-Comté. Là. Et je suis, oui, il y a Genève qui est au bout du lac, et d'un côté il y a Ferney, et de l'autre côté il y a Lucinge, où je suis. Voilà. C'est pourquoi ça m'intrigue. Oui. Alors, donc j'avais beaucoup moins d'affinité pour Voltaire que pour Rousseau. C'est peu à peu seulement que je me suis mis à m'intéresser à lui, et en particulier à l'occasion de ce travail sur le tableau de Delacroix. Parce que dans un de ses livres les plus remarquables, L'essai sur les mœurs, Voltaire parle de la 4e croisade. Ah oui, et je l'ignorais. Oui. Et ça, c'est certainement la façon dont il en parle est certainement une des sources de Delacroix pour son tableau. Très intéressant. Voilà. Allez. Et alors, bon, je suis allé à Ferney. J'ai écrit un petit livre d'artiste avec une amie sur Ferney, mais je ne suis pas, donc, Voltaire est quelqu'un que j'admire de loin. Mais vous voyez, au début, quand j'étais jeune, Montaigne était quelqu'un que j'admirais de loin. Et puis, peu à peu, les circonstances ont fait que j'ai été obligé de me plonger là-dedans. Hugo, un sujet sur lequel nous nous sommes admirativement mis d'accord lors de notre conversation il y a 50 ans. Michel Buteau, où en êtes-vous aujourd'hui avec Victor Hugo? D'autant que vous avez effectué en juillet 2011 un voyage à l'île de Guernesey, où je m'étais rendu moi-même en pèlerin en juin 1974. En fait, j'étais allé sur les traces de Chateaubriand, au château
de Combourg, puis à Saint-Malo et à l'île des Grands-Baies pour continuer tout naturellement sur les traces des grands proscrits jusqu'à Jersey et Guernsey. Ah, bien, je suis allé en effet à Guernsey. J'admire beaucoup Hugo, non seulement comme écrivain, mais aussi comme artiste. C'est un extraordinaire dessinateur. Ouais. Et il a été découvert déjà au milieu du 19e siècle. Le premier qui est parlé des dessins de Hugo, c'est Théophile Gautier. Et aujourd'hui, donc, Hugo fait partie vraiment de l'histoire de la peinture et du dessin français. Pas seulement de la poésie, pas seulement de la littérature en général, mais aussi de la peinture. Et c'est évidemment fascinant. Alors, je connaissais la maison de Victor Hugo à Paris, place des Vosges. Bien sûr. Et j'avais très envie de voir la maison de Guernsey. Et grâce à ma famille, à une de mes filles et avec sa petite famille, donc nous sommes allés nous promener à Guernsey. Il faisait très beau, c'était très agréable. Et la maison de Guernsey est une œuvre de Victor Hugo. En même temps que le meuble à l'intérieur. Oui, oui. Il a fabriqué. Il a fabriqué il a arrangé, ou plus exactement fait arranger des meubles. Il a acheté beaucoup de vieux meubles qui se trouvaient à Guernsey. Il les a coupés en morceaux. Il a fait des collages de meubles, si vous voulez. Et ça donne... il y a un certain nombre de choses tout à fait extraordinaires. La maison est une espèce de machine à littérature. Avec les fameuses marines terrasses. Ah, Marine Terrasse n'est pas à Guernsey. Non, je parle de cette terrasse non, où il voyait l'océan. Oui, alors. C'est à Jersey ou Guernsey? Eh bien, Marine Terrace, c'est la maison où il était à Jersey. Jersey, oui. Mais il était exilé de France à Jersey, et puis il y a eu un problème. Oui. Et il a été obligé de quitter Jersey, et il est allé à Guernsey. Et la maison alors, Marine Terrace, c'est le nom de la maison où il était à Jersey, mais dont il ne reste presque rien maintenant. Tandis qu'à Guernsey, la maison s'appelle Woodville House. Woodville House, of course. Bien sûr. Et il l'a aménagé de telle sorte qu'il avait un immense bureau terrasse, on peut dire, ou bureau serre, parce qu'il y avait c'était une verrière. Oui. Et par conséquent, dans les quelques moments où il y avait du soleil, ça devait être invivable. Oui. Mais c'était quelqu'un... Il avait une santé de fer. Il avait une santé de fer et il avait une discipline de fer dans son travail, parce que tous les matins, au lever du soleil, allons-y, il faisait quelques heures de littérature et puis ensuite, il s'occupait de toutes sortes d'autres choses. Mais d'abord, dès le petit déjeuner, travail. Vous qui êtes poète tout autant que romancier et essayiste, vous reconnaissez-vous dans ces vers d'Hugo, qui me semble l'une des meilleures définitions de la mission du poète dans le monde, à savoir « Mon âme, aux mille voix, que les dieux que j'adore, mit au centre de tout comme un écho sonore. » Mais c'est une très belle formule, oui. Alors, je ne sais pas si j'adore le même Dieu que Hugo. Quand on parle de Dieu, c'est toujours très compliqué. Hein. Les gens depuis des siècles, les gens s'entretuent autour de ce mot. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle les guerres des religions. Voilà, et ça continue là. Comme nous le voyons très bien, ça continue aujourd'hui, et d'une façon particulièrement horrible. Au Moyen-Orient. Oui. Et ça va pas tarder de venir en Europe non plus. Voilà. Et quant à Balzac, que vous avez mentionné tout à l'heure, pourrait-on dire qu'en ce qui concerne votre œuvre, au commencement fit Balzac? Au commencement de mon œuvre, il y a beaucoup de monde. Il y a une foule. J'ai une foule de professeurs, oui. de maîtres, si vous voulez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour
pour les multiplier, pour qu'ils s'éclairent les uns par les autres, et j'ai essayé de tirer tout l'enseignement possible de toutes ces grandes figures. Alors donc, Balzac a été très important pour moi, ça c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Il a beaucoup il y a toute une espèce de grande académie, si vous voulez, au milieu de laquelle je me trouve. Vous savez, il y a un très très beau livre de Hugo, qui s'appelle le William Shakespeare, qui est un livre qu'il avait, Bien sûr. Oui, il avait fait pour ça devait être la préface de la traduction en français de l'œuvre de Shakespeare par son fils, François-Victor Hugo. Ouais. Et puis, ça a tellement grandi qu'il a fallu qu'il en fasse une seconde plus courte, très, très belle aussi. Mais alors, dans ce livre, qui est devenu donc un livre séparé, il y a un très beau chapitre où Hugo fait défiler ses grands maîtres, depuis Homère, Échille, etc. Oui, bien sûr, Et il y a cette formule-là, le génie est la région des égaux. Égaux de l'égalité, naturellement, pas EGO, pas du tout le moi, non. Au contraire, ce sont pour lui, il est tout à fait vain de se demander si Lucrèce c'est mieux que Dante. Non, tout ça, ce sont... La région des égaux. C'est la région des égaux. Ces gens-là sont tellement extraordinaires que on ne peut pas les classer l'un par rapport à l'autre. Ils sont tous au moins aussi bien. Nous venons d'aborder largement le vaste thème de la littérature, et dans une certaine mesure celui de l'art en général, notamment en parlant de Delacroix, mais ce serait une grave lacune si nous ne traitions pas d'un autre vaste sujet appartenant au domaine de la création de l'esprit même, celui de la musique. Quelle part la musique a-t-elle dans votre vie? Quel genre de musique? Et quels sont les compositeurs? Ben, je ne suis pas musicien moi-même, c'est-à-dire je ne joue malheureusement pas d'un instrument. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé le violon. J'ai travaillé le violon pendant 10 ans, mais sans arriver à un résultat qui me satisfasse, donc j'ai complètement abandonné le violon. Mais j'ai pas abandonné la musique. La musique a continué de me fasciner, et évidemment, je suis, ayant été un petit violoniste, j'ai appris à lire la musique. Seulement, j'ai une lecture des partitions très mélodique. C'est-à-dire, vous voyez, quand on joue du violon, on joue une voix, et quelquefois il y a des accords qu'on peut faire, des doubles cordes. Mais tout de même, c'est pas du tout comme le piano, où on joue à deux mains et où on peut plaquer plusieurs notes à la fois. Alors, vous avez une prédilection pour quelques compositeurs? Ah ben, je suis d'abord dans la musique classique, et dans la musique classique avec donc la plus classique, Bach, Mozart, Beethoven et Schubert. Voilà. Mais j'aime beaucoup la musique moderne du XXe siècle. J'aime beaucoup la musique française du début du XXe siècle. Vous voyez, Debussy, Ravel. Gabriel Fauré? Oui, j'aime beaucoup tous ces gens-là, que j'ai appris à connaître peu à peu. Et puis, donc, j'ai suivi un peu les développements de la musique moderne classique. Et mon ami Henri Pousseur, avec qui j'ai fait La Vision de Namur, donc a été à cet égard pour moi un professeur extraordinaire. Et puis, j'ai beaucoup aimé, il y a deux choses encore très importantes. Il y a eu premièrement la chanson populaire. Alors la chanson populaire pour moi, française d'abord. Donc quand j'étais jeune, j'ai beaucoup chanté de chansons populaires.
Et je me suis beaucoup intéressé à la musique populaire d'autres pays et beaucoup intéressé aux musiciens qui s'intéressaient à la musique populaire, et en particulier Béla Bartók, vous voyez, Bien sûr. qui a été un grand musicologue, un grand ethnomusicologue, un des pionniers dans cette région. Et puis, il y a aussi la musique de jazz. La musique de jazz qui a joué un rôle très important pour moi. Parce que à la fin de la guerre, donc la France a redécouvert la musique des Noirs américains. Et ça m'a passionné. Mais c'est assez complet, votre intérêt pour la musique, donc, c'est assez et vous voyez, la musique qu'on dit folklorique m'a toujours intéressé. Merci. Et donc, les musiques, je suis ancré dans la tradition classique, bon, mais je suis curieux de toutes les autres formes de musique. Voilà. Vous voyez, la musique du no japonais, la musique des Indiens de l'Ouest américain. Ou des Andes, etc. C'est tout à fait Tout votre ça, vaste ouverture d'esprit. Tout ça me fascine. Nous nous approchons de la fin. Étant natif d'un pays montagneux appelé la Haute-Moravia, comme il y a la Haute-Savoie, au Monténégro, la Haute-Moravia Monténégro, je crois être bien placé pour vous poser la question concernant votre séjour d'élection depuis près d'un siècle en Haute-Savoie. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Oui. Un quart de siècle, plus près des astres. Vous sentez-vous un peu l'habitant de l'univers, comme c'est mon cas à chaque fois quand je me trouve dans mes montagnes natales? Faut-il conclure que lorsque Michel Buteau exalte l'astronome Tycho Brahe sur son promontoire d'Elseneur, c'est en même temps de lui-même qu'il parle dans son ermitage savoyard? Ah bien, évidemment, tous les gens dont je parle ont quelque chose à voir avec moi, naturellement. Et à certains égards, je me sens assez proche du personnage de Tycho Brahe, qui est un personnage très pathétique à toutes sortes d'égards. Mais alors, le village savoyard où je suis a l'avantage extraordinaire pour moi d'être à côté de Genève. Et Genève est une ville très internationale. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui ont leur siège à Genève. Et puis, Genève a cette particularité que lorsqu'il y fait beau, c'est-à-dire à partir du printemps, parce que l'automne et l'hiver sont très brumeux à cause du lac. Oui. À partir du printemps, eh bien, on voit tout autour de Genève, quand on est à Genève, quand on est sur le pont du Mont Blanc, par exemple, tout autour, on voit des montagnes. Oui. Et toutes ces montagnes sont en France. On est en Suisse, dans le canton de Genève, Oui. et tout l'horizon est français. Et ça, c'est très étrange, ça. L'œil franchit la frontière. Alors, oui, pourtant, pendant les dernières guerres, la Suisse était neutre, etc. Donc c'était, il y avait un monde entre les régions suisses et les régions françaises qui étaient autour. Eh bien, l'œil même va dépasser tout cela. Alors, évidemment, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup me trouver à côté d'une frontière, j'aime beaucoup franchir les frontières. Je ne veux pas abolir les frontières, mais je veux les franchir. C'est-à-dire, c'est très bien pour moi qu'il y ait des pays différents les uns des autres, et qui parlent d'autres langues, etc. Mais c'est très très important de franchir les frontières. Vous le faites tout le temps. Ah oui, je le fais tout le temps. Toute votre vie. Oui. Vos pérégrinations. Oui. J'ai beaucoup franchi de frontières. Alors, vous arrive-t-il, puisqu'on a le privilège d'habiter dans les montagnes pratiquement, de contempler les ciels étoilés parfois la nuit, si c'est le cas, quelle serait votre constellation préférée? La mienne étant Orion. Ah ben oui, ben ça. Voilà, autrefois, le village où je suis était toujours au-dessus de la pollution genevoise. Et par conséquent, on voyait très bien les étoiles. Mais
la pollution genevoise augmente. Et donc, la hauteur du brouillard, parce que le brouillard est lié à la pollution, hein, l'épais Bien brouillard. sûr, bien sûr. Alors, la pollution augmentant, la limite supérieure du brouillard monte. Et donc maintenant, en hiver, on est très souvent dans le brouillard, même à l'usage. Mais enfin, pas toujours quand même. Et de temps en temps, le vent balaye ça, et donc on peut avoir de magnifiques nuits étoilées. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que j'aime avoir dans les nuits étoilées? J'aime beaucoup l'étoile du matin et l'étoile du soir, donc c'est donc Vénus. Bien sûr. Et j'aime beaucoup Orion aussi, voilà, qu'on ne voit pas toute l'année. Les chasseurs mythiques. Le Mais chasseur surtout, on mythique. les voit en hiver. Voilà. Voilà. Et mais maintenant, ils s'élèvent de plus en plus tôt et ce sera une bonne occasion de les contempler. Eh bien, puisque... Voilà, je prends un peu de votre délicieuse oui, pour conclure... élixir de noix. Et de la prime. Puisque il serait illusoire d'envisager un autre dialogue semblable entre nous dans 50 ans, sauf dans l'absolu, il n'y aurait pas de meilleure façon d'achever celui-ci qu'en évoquant les étoiles, ce que nous venons de faire. Les mots par lesquels se termine, du reste, chacun des trois chants de la divine comédie de Dante pour rester dans le sublime. Voilà. Peut-être ça vous serait... est-ce que vous pourriez nous lire quelques voulez. extraits? Mais alors, dites-moi ce que vous voulez. Justement, quelques Faites le extraits choix. de l'anthologie nomade, notamment le poème Vision, où vous donnez la voix au plus grand, c'est-à-dire à Eschyle, à Dante, à Cervantes, à Goethe, à Hugo, voilà, à Blake. C'est juste... je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ça. Voilà. Alors, c'est un projet que j'avais avec un de mes amis musiciens, qui est mort maintenant, malheureusement. C'était un très grand musicien qui s'appelait Henri Pousseur, belge, d'un ami de Boulez, Berriot, etc. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et un jour, il m'a demandé de l'aider pour un projet qui était pour une grande œuvre chorale. Il y avait une réunion de chorales du monde entier dans la ville de Namur, donc en Belgique, chez lui, et on lui avait demandé de faire une œuvre qui puisse être exécutée dans cette réunion de chorales. Alors nous avons réfléchi un peu. Il y avait un point qui était intéressant là-dedans, c'était qu'il y avait des gens qui de plusieurs langues. Donc, il fallait essayer de trouver un moyen d'utiliser des langues différentes. Et nous avons cherché donc un texte un texte qui existe dans plusieurs langues, un texte qui a été déjà beaucoup traduit. Et je me souviens qu'au début, il avait eu l'idée de prendre la Déclaration des droits de l'homme. Mais j'ai dit non, il y a un texte qui est beaucoup plus traduit encore, c'est la Bible. Donc nous avons essayé de trouver un passage de la Bible qui pourrait être la trame de cette œuvre chorale. Et ce passage de la Bible, ça a été la vision d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, voilà, dans laquelle le prophète Ézéchiel voit des animaux autour du Messie futur qui est assis sur l'arc-en-ciel, etc. Et cette vision d'Ézéchiel est tout à fait l'esquisse
de l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Et vous faites parler ici. Oui, oui. Alors, nous avons bâti quelque chose à partir de cette vision d'Ézéchiel en faisant des cercles autour de la ville de Namur où ça devait se passer. Nous avons fait des cercles concentriques, c'est-à-dire des cercles de plus en plus vastes, avec, vous voyez, d'un côté la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et puis ça devient de plus en plus grand jusqu'à occuper jusqu'à faire le tour de la Terre entière. Moi, je suis obsédé par l'idée de faire le tour de la Terre. C'est l'universel terrestre, dans l'histoire terrestre. Oui. Alors, donc, j'ai utilisé des porte-paroles, si vous voulez, très divers les uns des autres, qui sont en général des gens, des écrivains, donc des gens qui sont liés étroitement aux langues de leur pays. Alors, il y a un texte flamand au début, que j'ai traduit en français, j'ai tout traduit en français naturellement, et alors, ce texte flamand, c'est une version flamande du roman de Renard, qui est un texte médiéval, français à l'origine, mais qui s'est répandu dans toute l'Europe. Alors voilà, le trouvère des Flandres. Ce sont les litanies du miel. Le miel est l'ambre des forêts. Le miel est le cristal des fleurs. Le miel est blond comme les femmes. Il est l'onguent de nos misères. Procure-moi rayon de miel. Je t'aimerai toute ma vie. Goethe à Francfort. Le monde révèle à mon âme, c'est évidemment un passage du Faust. Le monde révèle à mon âme l'énergie de sa création. Sont-ils tracés par main divine, ces caractères qui dévoilent les mystères de la nature? Lève-toi et va te baigner parmi les caresses d'aurore. William Blake à Londres. Dans une imprimerie d'enfer, j'ai appris par quelle méthode sont transmises les connaissances. Des lions de feu rageant autour fondent les métaux en rosée, puis leur donnent forme de livres qu'ils rangent en bibliothèque. Le sorcier de Yaroslav. Là, on arrive en Russie. De toute façon, à Dante, par exemple. Oui. Et puis ensuite, il y a Dante à Florence. Et alors, c'est un passage du paradis. Par exemple. Cœur doré de céleste rose, s'épanouissant en parfum, vers un printemps naissant toujours, si ton début déjà recueille tant de flambeaux que de splendeurs, mûriront aux pointes ultimes. Etc. Hugo, par exemple. Ah ben oui, Hugo et Guernsey. Tout cherche tout, sans trêve ou cesse, la fange vers le ciel se dresse, l'arbre faune ardent et les antres, et les autres sont... Non. L'arbre faune ardent et les antres sont remplis d'immenses soupirs. Voilà, et ça continue comme ça. Et puis peu à peu, les choses se superposent. Oui. Ces couplets qui sont dits par tel et tel représentant donc d'une culture, ces couplets vont se superposer les uns aux autres, et à la fin, tous ces couplets vont se superposer dans un grand poème. Et si on a lu ces couplets avant, alors on reconnaît, on sent tout ça qui transparaît à travers ce dernier poème. Voilà. Alors, maintenant, un thème sur l'art, et l'un des beaux textes qui m'ont attiré le plus en ce qui concerne l'art, c'est dialogue avec Eugène Delacroix sur l'entrée des croisés à Constantinople. Oui. D'une part parce que ma nation a émergé du sein de Byzance. Oui. La Serbie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, d'une part. Et d'autre part, que Delacroix est resté l'un de mes peintres préférés de toute ma vie. Chaque fois que je passe à Luxembourg devant son monument, oui, au Luxembourg. Oui, Luxembourg, oui. Je me sens un peu comme si je passais devant un temple. Ah oui, oui. Alors, et puis, il y a c'était un crime,
les croisés à Constantinople en 2004, ils ont cassé la Byzance, Oui. et ils ont facilité la création, l'émergence de l'Empire ottoman, et qui a tenu des siècles entiers, des peuples entiers en esclavage, dont les miens. Et ça a été très dur à s'en libérer. Alors, que pouvez-vous nous dire un peu de votre rapport avec Delacroix, votre affinité? Eh bien, là encore, il y a des circonstances. Cette fois, c'est le musée du Louvre. Il y avait un des employés du musée du Louvre qui s'occupait de la communication et qui avait eu l'idée de demander à des écrivains de parler devant une œuvre du Louvre. Et j'ai inauguré cette saison de conférences à l'intérieur du Louvre, devant des objets en situation. Alors, je me suis promené dans le Louvre pour voir des idées, et finalement, je me suis dit, je vais prendre ce tableau de Delacroix, parce que il est très abîmé, malheureusement, mais il est très animé, et donc, il y a des personnages, je vais pouvoir me mettre devant ces personnages, et les faire parler, les faire bouger, etc. Donc, j'ai étudié ce tableau qui a été fait. C'était une commande à Delacroix pour la galerie des batailles du palais de Versailles. Donc, ça devait être disons, à la gloire de la noblesse française et des guerriers français. Mais Delacroix a étudié un peu les choses, il s'est rendu compte de la complexité du problème, et que cette 4e croisade, finalement, a été complètement dévoyée, alors qu'ils étaient là pour délivrer Jérusalem. Eh bien, ils sont allés piller Constantinople. Et piller était d'une façon considérable. Parce que, vous voyez, par exemple, les fameux chevaux de bronze qui sont devant la basilique Saint-Marc à Venise, et que Napoléon, qui était un grand pillard, avait fait venir de Venise à Paris pour les mettre sur son petit arc de triomphe, ce qu'on appelle maintenant l'arc de triomphe du Carrousel. Eh bien, il avait fait venir de Venise ces 4 chevaux, qui sont des chevaux romains, sans doute, et il les a fait venir de la basilique San Marco. Mais ce sont les gens de la 4e croisade qui ont rapporté ces chevaux qui étaient des chevaux de Constantinople, qui étaient à Constantinople, qui n'ont probablement pas été faits à Constantinople, qui ont été apportés à Constantinople depuis Rome, probablement. Mais vous voyez, c'est assez fascinant de voir ces sculptures qui se promènent comme ça, avec tant d'enjeux qui sont autour. Alors, j'ai essayé donc de ranimer tous ces personnages à travers la vision de Delacroix, qui lui n'est jamais allé à Constantinople. Moi, je suis allé à Istanbul, mais lui non. Il s'est appuyé sur des gravures, et il s'est appuyé sur des textes. Alors, j'ai repris un certain nombre de ces textes. Et pour moi, c'est toujours une grande émotion de repasser dans le Louvre devant ces tableaux. Qui irradie un haut enseignement moral. Ah oui, bien sûr. Malgré donc Delacroix a eu conscience du crime qui s'est passé. Ah bien sûr. Mais Delacroix est un personnage tout à fait passionnant. Non seulement c'est un très grand peintre, mais c'est un grand écrivain aussi. Dans son journal. Oui. Alors, évidemment, vous avez écrit dans votre répertoire des lieux de génie, les lieux investis du génie. Oui. Génie Duvier, vous avez écrit sur Constantinople. Oui. Justement, et notamment sur la cité grecque qui était enfouie sous les ruines, qui était dans les ruines sous la cité turque, etc. Ah, oui. Eh bien, cependant, donc vous avez décrit beaucoup des lieux investis du génie,
Et cependant, il existe deux endroits dans votre voisinage proche, Ferney et les Charmettes, hantés au propre et au figuré par deux grands esprits, Rousseau et Voltaire, qui influèrent sur le sort du monde et qui ne me semblent pas figurer dans votre registre. Les patriarches de Lucinge que vous êtes, seraient-ils en froid avec les patriarches de Ferney? Ou bien tout simplement ces auteurs ne se trouveraient-ils pas parmi vos affinités, contrairement à Montaigne, Chateaubriand, Balzac, Hugo, sur lesquels vous avez beaucoup écrit? Bon, alors, je vis à côté de Genève, hein, et j'ai été professeur pendant de longues années à l'université de Genève. Et Genève, c'est la ville de Rousseau, et il est là partout. Il s'appelait citoyen de Genève. Ah, bien sûr, il était très fier d'être citoyen de Genève. Mais les Genevois l'ont rejeté. Bien sûr. Mais enfin, il est très présent à Genève et dans la région, en particulier aux Charmettes. Alors, Voltaire aussi a vécu à Genève, alors que Rousseau ne pouvait plus y être, et il s'est installé à côté de Genève, donc à Ferney, où il s'est installé donc en Franche-Comté. Là. Et je suis, oui, il y a Genève qui est au bout du lac, et d'un côté il y a Ferney, et de l'autre côté il y a Lucinge, où je suis. Voilà. C'est pourquoi ça m'intrigue. Oui. Alors, donc j'avais beaucoup moins d'affinité pour Voltaire que pour Rousseau. C'est peu à peu seulement que je me suis mis à m'intéresser à lui, et en particulier à l'occasion de ce travail sur le tableau de Delacroix. Parce que dans un de ses livres les plus remarquables, L'essai sur les mœurs, Voltaire parle de la 4e croisade. Ah oui, et je l'ignorais. Oui. Et ça, c'est certainement la façon dont il en parle est certainement une des sources de Delacroix pour son tableau. Très intéressant. Voilà. Allez. Et alors, bon, je suis allé à Ferney. J'ai écrit un petit livre d'artiste avec une amie sur Ferney, mais je ne suis pas, donc, Voltaire est quelqu'un que j'admire de loin. Mais vous voyez, au début, quand j'étais jeune, Montaigne était quelqu'un que j'admirais de loin. Et puis, peu à peu, les circonstances ont fait que j'ai été obligé de me plonger là-dedans. Hugo, un sujet sur lequel nous nous sommes admirativement mis d'accord lors de notre conversation il y a 50 ans. Michel Butor, où en êtes-vous aujourd'hui avec Victor Hugo? D'autant que vous avez effectué en juillet 2011 un voyage à l'île de Guernesey, où je m'étais rendu moi-même en pèlerin en juin 1974. En fait, j'étais allé sur les traces de Chateaubriand, au château de Combourg, puis à Saint-Malo et à l'île des Grands-Baies pour continuer tout naturellement sur les traces du grand proscrit jusqu'à Jersey et Guernesey. Ah, bien, je suis allé en effet à Guernsey. J'admire beaucoup Hugo, non seulement comme écrivain, mais aussi comme artiste. C'est un extraordinaire dessinateur. Et il a été découvert déjà au milieu du 19e siècle. Le premier qui est parlé des dessins de Hugo, c'est Théophile Gautier. Et aujourd'hui, donc, Hugo fait partie vraiment de l'histoire de la peinture et du dessin français. Pas seulement de la poésie, pas seulement de la littérature en général, mais aussi de la peinture. Et c'est évidemment fascinant. Alors, je connaissais la maison de Victor Hugo à Paris, place des Vosges. Bien sûr. Et j'avais très envie de voir la maison de Guernsey. Et grâce à ma famille, à une de mes filles, et avec sa petite famille, donc nous sommes allés nous promener
à Guernsey. Il faisait très beau, c'était très agréable. Et la maison de Guernsey est une œuvre de Victor Hugo. En même temps que le meuble à l'intérieur. Oui, oui. Il a fabriqué. Il a fabriqué il a arrangé, ou plus exactement fait arranger des meubles. Il a acheté beaucoup de vieux meubles qui se trouvaient à Guernsey. Il les a coupés en morceaux. Il a fait des collages de meubles, si vous voulez. Et ça donne... bon, il y a un certain nombre de choses tout à fait extraordinaires. La maison est une espèce de machine à littérature. Avec les fameuses marines terrasses. Ah, Marine Terrasse n'est pas à Guernsey. Non, je parle Oui. de cette terrasse Oui. non, où il voyait l'océan. Oui, oui, alors... C'est à Jersey ou Guernsey? Eh bien, Marine Terrace, c'est la maison où il était à Jersey. Jersey, oui. Mais il était exilé de France à Jersey, et puis il y a eu un problème. Oui, oui. Et il a été obligé de quitter Jersey, et il est allé à Guernsey. Et la maison de... Alors, Marine Terrace, c'est le nom de la maison où il était à Jersey, mais dont il ne reste presque rien maintenant. Tandis qu'à Guernsey, la maison s'appelle Woodville House. Woodville House, of course. Bien sûr. Et il l'a aménagé de telle sorte qu'il avait un immense bureau, bureau terrasse on peut dire, ou bureau serre, parce qu'il y avait c'était une verrière, Oui, oui. Et par conséquent, dans les quelques moments où il y avait du soleil, ça devait être invivable. Oui. Mais c'était quelqu'un... Il avait une santé de fer. Il avait une santé de fer et il avait une discipline de fer dans son travail. Parce que tous les matins, au lever du soleil, allons-y, il faisait quelques heures de littérature et puis ensuite, il s'occupait de toutes sortes d'autres choses. Mais d'abord, dès le petit déjeuner, travail. Vous qui êtes poète tout autant que romancier et essayiste, vous reconnaissez-vous dans ces vers d'Hugo, qui me semble l'une des meilleures définitions de la mission du poète dans le monde, à savoir « Mon âme, aux mille voix, que les dieux que j'adore, mit au centre de tout comme un écho sonore. » Mais c'est une très belle formule, oui. Alors, je ne sais pas si j'adore le même Dieu que Hugo. Quand on parle de Dieu, c'est toujours très compliqué. Hein. Les gens depuis des siècles, les gens s'entretuent autour de ce mot. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle les guerres des religions. Voilà, et ça continue là. Comme nous le voyons très bien, ça continue aujourd'hui, et d'une façon particulièrement horrible. Au Moyen-Orient. Oui. Et ça va pas tarder de venir en Europe non plus. Voilà. Et quant à Balzac, que vous avez mentionné tout à l'heure, pourrait-on dire qu'en ce qui concerne votre œuvre, au commencement fit Balzac? Au commencement de mon œuvre, il y a beaucoup de monde. Il y a une foule. J'ai une foule de professeurs, de maîtres, si vous voulez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les multiplier, pour qu'ils s'éclairent les uns par les autres, et j'ai essayé de tirer tout l'enseignement possible de toutes ces grandes figures. Alors donc, Balzac a été très important pour moi, ça c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Il a beaucoup il y a toute une espèce de grande académie, si vous voulez, au milieu de laquelle je me trouve. Vous savez, il y a un très très beau livre de Hugo, qui s'appelle le William Shakespeare, qui est un livre qu'il avait... Bien sûr. Oui, il avait fait pour la... Ça devait être la préface de la traduction en français de l'œuvre de Shakespeare par son fils, François-Victor Hugo. Ouais. Et puis, ça a tellement grandi qu'il a fallu qu'il en fasse une seconde plus courte, très, très belle aussi. Alors, dans ce livre, qui est devenu donc un livre séparé, il y a un très beau chapitre où Hugo fait défiler ses grands maîtres.
depuis Homère, Échille, Oui, etc. oui, bien Voilà. sûr. Et il y a cette formule, là, le génie est la région des égaux. Égaux de l'égalité, naturellement, Oui, bien pas EGO, pas du tout le moi, non. Au contraire, ce sont pour lui, il est tout à fait vain de se demander si Lucrèce c'est mieux que Dante. Non, sûr, tout ça, La région des égaux. c'est la région des Des égaux. émus. Ces gens-là sont tellement extraordinaires que on ne peut pas les classer l'un par rapport à l'autre. Ils sont tous au moins aussi bien. Nous venons d'aborder largement le vaste thème de la littérature, et dans une certaine mesure celui de l'art en général, notamment en parlant de Delacroix, mais ce serait une grave lacune si nous ne traitions pas d'un autre vaste sujet appartenant au domaine de la création de l'esprit même, celui de la musique. Quelle part la musique a-t-elle dans votre vie? Quel genre de musique et quels sont les compositeurs? Non. Ben, je ne suis pas musicien moi-même, c'est-à-dire je ne joue malheureusement pas d'un instrument. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé le violon. J'ai travaillé le violon pendant 10 ans, mais sans arriver à un résultat qui me satisfasse, donc j'ai complètement abandonné le violon. Mais j'ai pas abandonné la musique. La musique a continué de me fasciner, et évidemment, je suis, ayant été un petit violoniste, j'ai appris à lire la musique. Seulement, j'ai une lecture des partitions très mélodique. C'est-à-dire, vous voyez, quand on joue du violon, on joue une voix, et quelquefois il y a des accords qu'on peut faire, des doubles cordes. Mais tout de même, c'est pas du tout comme le piano, où on joue à deux mains et où on peut plaquer plusieurs notes à la fois. Alors, vous avez une prédilection pour quelques compositeurs? Ah ben, je suis d'abord dans la musique classique, et dans la musique classique avec donc la plus classique, Bach, Mozart, Beethoven et Schubert. Voilà. Et mais j'aime beaucoup la musique moderne du XXe siècle. J'aime beaucoup la musique française du début du XXe siècle. Vous voyez, Debussy, Ravel. Gabriel Fauré? Oui, j'aime beaucoup tous ces gens-là que j'ai appris à connaître peu à peu. Et puis, j'ai suivi un peu les développements de la musique moderne classique. Et mon ami Henri Pousseur, avec qui j'ai fait La Vision de Namur, donc a été à cet égard pour moi un professeur extraordinaire. Et puis, j'ai beaucoup aimé, il y a deux choses encore très importantes. Il y a eu premièrement la chanson populaire. Alors la chanson populaire pour moi, française d'abord. Donc quand j'étais jeune, j'ai beaucoup chanté de chansons populaires. Et je me suis beaucoup intéressé à la musique populaire d'autres pays et beaucoup intéressé aux musiciens qui s'intéressaient à la musique populaire, et en particulier Béla Bartók, vous voyez, qui a été un grand musicologue, un grand ethnomusicologue, un des pionniers dans cette région. Et puis, il y a aussi la musique de jazz. La musique de jazz qui a joué un rôle très important pour moi. Parce que à la fin de la guerre, donc la France a redécouvert la musique des Noirs américains. Et ça m'a passionné. Mais c'est assez complet, votre intérêt pour la musique, donc, c'est assez et vous voyez, la musique qu'on dit folklorique m'a toujours intéressé. Et donc, les musiques, je suis ancré dans la tradition classique, mais je suis curieux de toutes les autres formes de musique. Voilà. Vous voyez, la musique du no japonais, la musique des Indiens de l'Ouest américain. Ou des Andes, etc. C'est tout à fait votre vaste ouverture d'esprit. Tout ça me fascine.
Nous nous approchons de la fin. Étant natif d'un pays montagneux appelé la Haute-Moravia, comme il y a la Haute-Savoie, au Monténégro, la Haute-Moravia au Monténégro, je crois être bien placé pour vous poser la question concernant votre séjour d'élection depuis près d'un siècle en Haute-Savoie. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Oui. Un quart de siècle, plus près des astres. Vous sentez-vous un peu l'habitant de l'univers, comme c'est mon cas à chaque fois quand je me trouve dans mes montagnes natales? Faut-il conclure que lorsque Michel Buteau exalte l'astronome Tycho Brahe sur son promontoire d'Elseneur, c'est en même temps de lui-même qu'il parle dans son ermitage savoyard? Ah bien, évidemment, tous les gens dont je parle ont quelque chose à voir avec moi, naturellement. Et à certains égards, je me sens assez proche du personnage de Tycho Brahe, qui est un personnage très pathétique à toutes sortes d'égards. Mais alors, le village savoyard où je suis a l'avantage extraordinaire pour moi d'être à côté de Genève. Et Genève est une ville très internationale. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui ont leur siège à Genève. Et puis, Genève a cette particularité que lorsqu'il y fait beau, c'est-à-dire à partir du printemps, parce que l'automne et l'hiver sont très brumeux à cause du lac. Oui. À partir du printemps, eh bien, on voit tout autour de Genève, quand on est à Genève, quand on est sur le pont du Mont Blanc, par exemple, tout autour, on voit des montagnes. Oui. Et toutes ces montagnes sont en France. On est en Suisse, hein, dans le canton de Genève, oui. Et tout l'horizon est français. Et ça, c'est très étrange, ça. L'œil franchit la frontière. Alors, oui, pourtant, pendant les dernières guerres, la Suisse était neutre, etc. Donc c'était, il y avait un monde entre les régions suisses et les régions françaises qui étaient autour. Eh bien, l'œil même va dépasser tout cela. Alors, évidemment, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup me trouver à côté d'une frontière, j'aime beaucoup franchir les frontières. Je ne veux pas abolir les frontières, mais je veux les franchir. C'est-à-dire, c'est très bien pour moi qu'il y ait des pays différents les uns des autres, et qui parlent d'autres langues, etc. Mais c'est très très important de franchir les frontières. Vous le faites tout le temps? Ah oui, je le fais tout le temps. Toute votre vie? Oui. Vos pérégrinations? Oui. J'ai beaucoup franchi de frontières. Alors, vous arrive-t-il, puisqu'on a le privilège d'habiter dans les montagnes pratiquement, de contempler les ciels étoilés parfois la nuit, si c'est le cas, quelle serait votre constellation préférée? La mienne étant Orion. Ah ben oui, ben ça. Voilà, autrefois, le village où je suis était toujours au-dessus de la pollution genevoise. Et par conséquent, on voyait très bien les étoiles. Mais la pollution genevoise augmente. Et donc, la hauteur du brouillard, parce que le brouillard est lié à la pollution, l'épais brouillard. Bien sûr. Alors, la pollution augmentant, la limite supérieure du brouillard monte. Et donc maintenant, en hiver, on est très souvent dans le brouillard, même à l'usage. Mais enfin, pas toujours quand même. Et de temps en temps, le vent balaye ça, et donc on peut avoir de magnifiques nuits étoilées. Oui. Alors, qu'est-ce que j'aime avoir dans les nuits étoilées? J'aime beaucoup l'étoile du matin et l'étoile du soir, donc c'est donc Vénus. Bien sûr. Et j'aime beaucoup Orion aussi, voilà, qu'on ne voit pas toute l'année. Le chasseur mythique. Le chasseur et surtout, mythique. on le voit en hiver. Voilà. Et maintenant, il s'élève de plus en plus tôt et ce sera une bonne occasion de les contempler. Eh bien, puisque... Voilà, je prends un peu de votre délicieuse... Oui, pour conclure... élixir de noix. Et de la prime. Puisque
il serait illusoire d'envisager un autre dialogue semblable entre nous dans 50 ans, sauf dans l'absolu, il n'y aurait pas de meilleure façon d'achever celui-ci qu'en évoquant les étoiles, ce que nous venons de faire. Les mots par lesquels se termine, du reste, chacun des 3 chants de la divine comédie de Dante pour rester dans le sublime. Voilà. Exilé de France à Jersey, et puis il y a eu un problème. Oui, oui. Et il a été obligé de quitter Jersey et il est allé à Guernsey. Et la maison de... Alors, Marine Terrace, c'est le nom de la maison où il était à Jersey, mais dont il ne reste presque rien maintenant. Tandis qu'à Guernsey, la maison s'appelle Woodville House. Woodville House, of course. Bien sûr. Et il l'a aménagé de telle sorte qu'il avait un immense bureau, bureau terrasse, on peut dire, ou bureau serre, parce qu'il y avait c'était une verrière, oui. Et par conséquent, dans les quelques moments où il y avait du soleil, ça devait être invivable. Oui. Mais c'était quelqu'un... Il avait une santé de fer. Il avait une santé de fer et il avait une discipline de fer dans son travail, parce que tous les matins, au lever du soleil, allons-y, il faisait quelques heures de littérature, et puis ensuite, il s'occupait de toutes sortes d'autres choses. Mais d'abord, dès le petit déjeuner, travail. Vous qui êtes poète tout autant que romancier et essayiste, vous reconnaissez-vous dans ces vers de Hugo, qui me semble l'une des meilleures définitions de la mission du poète dans le monde, à savoir « Mon âme, aux 1000 voix, que les dieux que j'adore, mit au centre de tout comme un écho sonore. » Ben c'est une très belle formule, oui. Alors, je ne sais pas si j'adore le même Dieu que Hugo. Quand on parle de Dieu, c'est toujours très compliqué. Hein. Les gens depuis des siècles, les gens s'entretuent autour de ce mot. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle les guerres des religions. Voilà, et ça continue là. Comme nous le voyons très bien, ça continue aujourd'hui, et d'une façon particulièrement horrible. Au Moyen-Orient. Oui. Et ça va pas tarder de venir en Europe non plus. Voilà. Et quant à Balzac, que vous avez mentionné tout à l'heure, pourrait-on dire qu'en ce qui concerne votre œuvre, au commencement fit Balzac? Au commencement de mon œuvre, il y a beaucoup de monde. Il y a une foule. J'ai une foule de professeurs, de maîtres, si vous voulez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les multiplier, pour qu'ils s'éclairent les uns par les autres, et j'ai essayé de tirer tout l'enseignement possible de toutes ces grandes figures. Alors donc, Balzac a été très important pour moi, ça c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Il a beaucoup il y a toute une espèce de grande académie, si vous voulez, au milieu de laquelle je me trouve. Vous savez, il y a un très très beau livre de Hugo, qui s'appelle le William Shakespeare, qui est un livre qu'il avait... Bien sûr. Oui, il avait fait pour la... Ça devait être la préface de la traduction en français de l'œuvre de Shakespeare par son fils, François-Victor Hugo. Ouais. Et puis, ça a tellement grandi qu'il a fallu qu'il en fasse une seconde plus courte, très, très belle aussi. Alors, dans ce livre, qui est devenu donc un livre séparé, il y a un très beau chapitre où Hugo fait défiler ses grands maîtres, depuis Homère, Échille, etc. Oui, bien sûr. Et il y a cette formule, là, le génie est la région des égaux.
égaux de l'égalité, naturellement, pas EGO, pas du tout le moi, non, au contraire, pour lui, il est tout à fait vain de se demander si Lucrèce c'est mieux que Dante, non, tout ça, la région des égaux. C'est la région des égaux. Muses. Ces gens-là sont tellement extraordinaires que on ne peut pas les classer l'un par rapport à l'autre. Ils sont tous au moins aussi bien. Nous venons d'aborder largement le vaste thème de la littérature, et dans une certaine mesure celui de l'art en général, notamment en parlant de Delacroix, mais ce serait une grave lacune si nous ne traitions pas d'un autre vaste sujet appartenant au domaine de la création de l'esprit même, celui de la musique. Quelle part la musique a-t-elle dans votre vie? Quel genre de musique et quels sont les compositeurs? Ben, je ne suis pas musicien moi-même, c'est-à-dire je ne joue malheureusement pas d'un instrument. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé le violon. J'ai travaillé le violon pendant 10 ans, mais sans arriver à un résultat qui me satisfasse, donc j'ai complètement abandonné le violon. Mais j'ai pas abandonné la musique. La musique a continué de me fasciner, et évidemment, je suis, ayant été un petit violoniste, j'ai appris à lire la musique. Seulement, j'ai une lecture des partitions très mélodique. C'est-à-dire, vous voyez, quand on joue du violon, on joue une voix, et quelquefois il y a des accords qu'on peut faire, des doubles cordes. Mais tout de même, c'est pas du tout comme le piano, où on joue à deux mains et où on peut plaquer plusieurs notes à la fois. Alors, vous avez une prédilection pour quelques compositeurs? Ah ben, je suis d'abord dans la musique classique, et dans la musique classique avec donc la plus classique, Bach, Mozart, Beethoven et Schubert. Voilà. Et mais j'aime beaucoup la musique moderne du XXe siècle. J'aime beaucoup la musique française du début du XXe siècle. Vous voyez, Debussy, Ravel. Gabriel Fauré? Oui, j'aime beaucoup tous ces gens-là que j'ai appris à connaître peu à peu. Et puis, donc, j'ai suivi un peu les développements de la musique moderne classique. Et mon ami Henri Pousseur, avec qui j'ai fait La Vision de Namur, donc a été à cet égard pour moi un professeur extraordinaire. Et puis, j'ai beaucoup aimé, il y a deux choses encore très importantes. Il y a eu premièrement la chanson populaire. Alors la chanson populaire pour moi, française d'abord. Donc quand j'étais jeune, j'ai beaucoup chanté de chansons populaires. Et je me suis beaucoup intéressé à la musique populaire d'autres pays et beaucoup intéressé aux musiciens qui s'intéressaient à la musique populaire, et en particulier Béla Bartók, vous voyez, qui a été un grand musicologue, un grand ethnomusicologue, un des pionniers dans cette région. Et puis, il y a aussi la musique de jazz. La musique de jazz qui a joué un rôle très important pour moi. Parce que à la fin de la guerre, donc la France a redécouvert la musique des Noirs américains, et ça m'a passionné. Mais c'est assez complet, votre intérêt pour la musique, donc, c'est assez... Et vous voyez, la musique qu'on dit folklorique m'a toujours intéressé, et donc les musiques, je suis ancré dans la tradition classique, mais je suis curieux de toutes les autres formes de musique. Vous voyez, la musique du no japonais, la musique des Indiens de l'Ouest américain. Ou des Andes, etc. C'est tout à fait votre vaste ouverture d'esprit. Tout ça me fascine. Nous nous approchons de la fin. Étant natif d'un pays montagneux appelé la Haute-Moravia, comme il y a la Haute-Savoie, au Monténégro,
votre Moracha Montréal, je crois être bien placé pour vous poser la question concernant votre séjour d'élection depuis près d'un siècle en Haute-Savoie. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Oui. Un quart de siècle, plus près des astres. Vous sentez-vous un peu l'habitant de l'univers, comme c'est mon cas à chaque fois quand je me trouve dans mes montagnes natales? Faut-il conclure que lorsque Michel Buteau exalte l'astronome Tycho Brahe sur son promontoire d'Elseneur, c'est en même temps de lui-même qu'il parle dans son ermitage savoyard? Ah bien, évidemment, tous les gens dont je parle ont quelque chose à voir avec moi, naturellement. Et à certains égards, je me sens assez proche du personnage de Tycho Brahe, qui est un personnage très pathétique à toutes sortes d'égards. Mais alors, le village savoyard où je suis a l'avantage extraordinaire pour moi d'être à côté de Genève. Et Genève est une ville très internationale. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui ont leur siège à Genève. Et puis, Genève a cette particularité que lorsqu'il y fait beau, c'est-à-dire à partir du printemps, parce que l'automne et l'hiver sont très brumeux à cause à cause du lac. Oui. À partir du printemps, eh bien, on voit tout autour de Genève, quand on est à Genève, quand on est sur le pont du Mont Blanc, par exemple, tout autour, on voit des montagnes. Oui. Et toutes ces montagnes sont en France. On est en Suisse, hein, dans le canton de Genève, Oui. et tout l'horizon est français. Et ça, c'est très étrange, ça. L'œil franchit la frontière. Alors, oui, pourtant, pendant les dernières guerres, la Suisse était neutre, etc. Donc c'était, il y avait un monde entre les régions suisses et les régions françaises qui étaient autour. Eh bien, l'œil même va dépasser tout cela. Alors, évidemment, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup me trouver à côté d'une frontière, j'aime beaucoup franchir les frontières. Je ne veux pas abolir les frontières, mais je veux les franchir. C'est-à-dire, c'est très bien pour moi qu'il y ait des pays différents les uns des autres, et qui parlent d'autres langues, etc. Mais c'est très très important de franchir les frontières. Vous le faites tout le temps. Ah oui, je le fais tout le temps. Toute votre vie. Oui. Vos pérégrinations. Oui. J'ai beaucoup franchi de frontières. Alors, vous arrive-t-il, puisqu'on a le privilège d'habiter dans les montagnes pratiquement, de contempler les ciels étoilés parfois la nuit, si c'est le cas, quelle serait votre constellation préférée? La mienne étant Orion. Ah ben oui, ben ça. Voilà, autrefois, le village où je suis était toujours au-dessus de la pollution genevoise. Et par conséquent, on voyait très bien les étoiles. Mais la pollution genevoise augmente. Et donc, la hauteur du brouillard, parce que le brouillard est lié à la pollution, l'épais brouillard. Bien sûr. Alors, la pollution augmentant, la limite supérieure du brouillard monte. Et donc maintenant, en hiver, on est très souvent dans le brouillard, même à l'usage. Mais enfin, pas toujours quand même. Et de temps en temps, le vent balaye ça, et donc on peut avoir de magnifiques nuits étoilées. Oui. Alors, qu'est-ce que j'aime avoir dans les nuits étoilées? J'aime beaucoup l'étoile du matin et l'étoile du soir, donc c'est donc Vénus. Bien sûr. Et j'aime beaucoup Orion aussi, voilà. Qu'on ne voit pas toute l'année. Les chasseurs mythiques. Le chasseur et surtout, mythique. on les voit en hiver. Voilà. Et maintenant, ils s'élèvent de plus en plus tôt et ce sera une bonne occasion de les contempler. Eh bien, puisque... voilà, je prends un peu de votre délicieuse... pour conclure... élixir de noix. Et de la prime. Puisque il serait illusoire d'envisager un autre dialogue semblable entre nous dans 50 ans, sauf dans l'absolu,
il n'y aurait pas de meilleure façon d'achever celui-ci qu'en évoquant les étoiles, ce que nous venons de faire. Les mots par lesquels se termine, du reste, chacun des trois chants de la Divine Comédie de Dante pour rester dans le sublime. Voilà.